À TVCO, nous accueillons chaque semaine des élus, qu'ils soient maires ou députés, pour faire le tour de leur dossier et voir qu'est-ce qui se passe dans la région. Et aujourd'hui, j'accueille le maire Christian Dufour de l'Île aux Coudres. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufour, tout d'abord, bonne année. Merci. Hein? On va en profiter pendant qu'on peut encore le dire. Et nouvelle année égale également nouveau budget. Parlez-moi un peu du budget. On parle d'une augmentation des taxes de 1,5 à l'Île aux Coudres. Oui, en fin de compte, c'est 2 cents du centre d'évaluation qu'on a. Oui. Et c'est un budget équilibré qu'on a fait. Donc, cette année, ça a été un budget très serré qu'on a voulu Parce faire. que les coûts de la vie, le coût de la vie puis le coût des achats augmentent plus qu'un 1,5 Oui. Donc, vous avez réussi à trouver votre marge à quel endroit? Bien, on a coupé sur certaines affaires, sur certains projets qu'on voulait faire, qu'on ne trouvait pas prioritaires et qu'on a remis probablement l'année prochaine. Et c'est ça. Fait qu'on a été chercher un petit peu dans notre surplus accumulé et pour arriver au taux d'évaluation pour rentrer dans le 2 là. Je vous regarde, là, vous êtes assez fier de votre budget. Oui, on a fait le conseil, on a travaillé très fort avec notre secrétaire trésorière pour équilibrer notre budget avec Info. Vous avez retardé certains projets, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Puis il y en a plusieurs cette année. Là. Vous faites beaucoup d'aménagements à l'Île aux Coudres cette année. J'aimerais ça qu'on parle de ça parce que vous avez à la fois le projet signature à l'Hôtel de Ville. Vous avez également le terrain de jeu de Lillet, où il y a des importants investissements qui vont se faire. Puis, bien sûr, le parc du bout de la Pointe-en-Bas, pour lequel vous avez beaucoup d'investissements. Tout ça regroupé cette année, on parle de quasiment 2,5 millions de dollars qui vont être investis dans des parcs et puis des aménagements à l'Île aux Coudres. Oui, dans les 3 prochaines années, c'est ça que c'est le montant qui va être investi. Et pour revenir à la Pointe du bout d'en bas, oui. Là, on a notre financement. On est en train de... On parle de 1,5 million juste pour la Pointe du bout d'en bas. Oui, c'est ça. Et on est en train de finaliser le règlement d'emprunt. Et ça va commencer à ce printemps. On va commencer par... Allez-vous réaliser tous les travaux cette année? Non. Ça va être en 3 phases probablement que nous allons faire ça parce que ça demande beaucoup. Là. Donc, oui. Mais il y a tout le temps des... Le gros du ça va être le stationnement à faire. Et on a tout l'ameublement, là, si on parle des tables à pique-nique, des bancs, etc., etc. Ensuite, il va y avoir notre tour d'observation qu'on veut... Cette année, ça? Non, pas cette année. OK, la tour d'observation l'an prochain. Et il va y avoir notre petit bâtiment d'accueil, parce que vous savez qu'on est dans une zone inondable, donc avec l'environnement, là, il faut s'assurer que... Mais on comprend que pour le parc de la Pointe de Bout-en-Bas, dès cette année, on va avoir l'impression, on va être sur un sentier, un terrain aménagé. Oui. Parce qu'on ne peut plus laisser comme c'était depuis des années. Non, parce que c'est déjà commencé là, à refermer certains sentiers là, qui étaient... où les 4 roues passaient et on était en train de tout refermer ça. Il y a des plantations qui ont été faites et ça va bien. Parlez-moi du projet signature à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que c'est, ça? Le projet signature, c'est pour améliorer notre milieu de vie là, en ville. Donc, c'est une entente avec la MRC, je crois. Oui, donc, nous, on a 200 000 ou une affaire comme ça là, qu'on a. Puis, ça va être situé, ça a été localisé en arrière de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas si vous êtes devenu. Ça va être... là, on a une firme là, qui va nous dessiner puis qui va venir voir là, comment on peut organiser ça. Et ça s'en vient. Donc, on a un montant de 30 000 pour faire l'aménagement. Oui. Ensuite, on a le reste qui nous reste, c'est pour acheter les accessoires. Les accessoires. Vous avez également tout près de 500 000 au terrain de jeu de Lillet. Qu'est-ce que vous allez faire au terrain de jeu de Lillet? Puis expliquez-moi donc, il y a comme une corporation qui a fait une levée de fonds puis qui s'associe avec la ville pour développer le terrain de jeu. Comment ça fonctionne de ce côté-là? La municipalité, on a investi et on a eu des subventions là, pour ça. Il va y avoir notre parc de jeux d'eau aussi, un nouveau bloc là, pour les toilettes et pour s'améliorer là-dedans. Là. Ces 3 aménagements-là, ça me vient à l'esprit. Vous faites ça pour attirer les familles? C'est parce que ça s'adresse à une clientèle de jeunes, quand même, là, 2 sur 3, là, si on oublie le parc. Oui, bien, c'est pour attirer les familles, aussi pour notre population à nous. Là, et les touristes vont pouvoir en profiter. Là. Il y a un jeu d'eau, vous savez qu'il y a beaucoup de cyclistes de vélo chez nous. Donc, ça va être en plein dans la zone où
Ils peuvent arrêter, se rafraîchir quand il va faire très chaud. C'est pour les familles, là. Puis ça va être multifonctionnel aussi avec les personnes âgées qui vont pouvoir venir avec les petits-enfants puis s'amuser, parce qu'on n'a pas de piscine chez nous à l'île. Donc, vous allez pallier à ça. On parle également là, de projets d'habitation pour les familles. La MRC a mis en place un programme, puis vous êtes intervenu là-dessus en disant, bien, pour nous autres, une petite municipalité, c'est difficile de remplir les critères pour développer des coopératives d'habitation ou des appartements abordables. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre position? Bien, c'est difficile à remplir. C'est qu'on n'est pas rendu là. Nous, l'enjeu pour les logements abordables, on n'a pas encore besoin de ça présentement. Okay. Mais c'est pas un besoin criant. C'est pas un besoin criant. Donc, bien là, ça va aller avec soit un OBNL ou un privé qui va pouvoir développer. Mais le privé, il va falloir je pense qu'il y a une entente qu'il faut qu'il signe au moins 15 ans là, pour garder les logements abordables. Donc, pour l'instant, cette question-là n'est pas une priorité chez vous? Non, pour le moment, c'est comme Saint-Urbain et Saint-Hilarion, eux autres, c'est pas tout à fait le même enjeu que Baie-Saint-Paul. Petite-Rivière, eux autres, ils ont un gros enjeu là-dessus. Et nous, on regarde ça, là. On ne dit pas qu'on ne regarde pas. Mais comme vous savez, pour attirer des nouvelles familles, je reviens encore sur notre accès. Notre accès est un peu plus difficile que dans les autres municipalités. Oui, mais votre qualité de vie est un peu différente aussi de ceux qui vivent à travers les voitures. Oui, ça, c'est... Il y a du donnant-donnant quand on décide d'aller à l'île. Parlant de votre qualité de vie, là, des citoyens se sont plaints cette année que leur qualité de vie a diminué par les concerts qui se déroulent au Havre de l'Îlet. Et puis, ça a fait toute une question qui a bougé. On parle bien sûr de l'auteur-compositeur Guy Saint-Onge qui produit des spectacles. Vous prétendez qu'il doit remplir, se conformer à une réglementation municipale. Lui prétend qu'il y a un droit acquis. Il y a des rencontres qui se tiennent. Je sais que vous l'avez rencontré récemment. Pouvez-vous nous en dire plus long? On est rendu où dans le dossier entre la municipalité et Guy Saint-Onge? On est rendu, ça va bien. On s'est rencontrés hier. Pur hasard. Là. Donc, on s'est rencontrés hier, puis ça va très bien. On a mis les points CI et BOCT et... On a eu une bonne discussion hier, puis... il y a de la lumière qui commence à apparaître dans le dossier? Au bout du tunnel, puis le beau soleil s'en vient. Bon. Vous ne pouvez pas nous en dire plus long? Non, j'aimerais... On garde ça entre les deux parties. OK, mais on va vous suivre là-dessus. En terminant, il revient quelque chose à l'île aux Coudes cette année, qui est le festival, le carnaval de l'île aux Coudes. Ben oui. Il était disparu depuis... Ça fait 5 ans qu'on avait... 6 ans qu'il n'y avait pas de carnaval. Ça revient, ça recommence le 1er février. Oui. Avec l'ouverture que je vais donner les clés au Bonhomme Carnaval après 5 ans. OK. Et c'est sur 3 fins de semaine. Donc, ce que vous faites à total, là, il y a le Bonhomme, il y a des duchesses aussi, il y a des soirées. C'est magnifique duchesse. La première fin de semaine, ça va être l'ouverture. OK, ça, on parle, là, ça commence le... 1er février. 1er février, le carnaval commence. Ensuite, dans l'autre fin de semaine après, ça va être la nomination de tirage pour la reine du bonhomme. OK. Et différentes activités là, où est-ce que l'organisation, ils ont fait des pieds et des mains pour faire des belles affaires pour les fins de semaine. Comment expliquer ça, que ça revienne? Il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait que ça bouge pendant le mois de février. Oui, chez vous, il y a du nouveau monde qui est apparu puis qui se rend disponible pour organiser des activités? Il y a eu du nouveau monde, mais il reste, c'est pas mal les mêmes qui sont revenus aussi. Okay. Il y en a des nouveaux bénévoles qui sont greffés à l'organisation et... je les en félicite. Là, Et à travers le festival, il y aura également la Grande Traversée, la fameuse course en canot qui va se dérouler cette année. Le 15 février. Ça, c'est le 15 février et c'est intégré dans la programmation du festival. C'est intégré dans la programmation, oui. Est-ce que ça va se dérouler de la même façon que l'an dernier, à partir des traverseux? Non. C'était un peu la base opérationnelle là, pour c'est organisé par la Grande Traversée. OK. Et ça va partir encore du quai de la Traverse. Là, un aller-retour à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est ça. On attend combien d'équipes, le savez-vous, cette année?
Probablement. Je pense que c'est une vingtaine d'équipes, 20 ou 21 équipes. Je ne sais pas le total au complet, mais il va y avoir du monde. Il va y avoir des Canadiens en masse. On apprend là-dessus ce matin là, que l'entreprise Les Traverseux, qui est un organisme à but non lucratif, avec le musée un peu là, qui faisait la présentation du canot à glace puis son importance à Île aux Coudres, ça change demain. Pouvez-vous nous donner des détails là-dessus? Bien, j'en sais pas plus. J'ai vu ça passer ce matin, mais je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que vous connaissez l'identité de la future propriétaire? Je la connais comme ça. Là. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que le bâtiment va devenir? Bien, je pense qu'ils veulent faire de la brocante ou la vocation du bâtiment va être comme ça. Là. Une vente comme comment on dit, là, les marchés aux puces. OK, donc ça va être repris et ça va être réouvert là, dans les prochaines semaines. En terminant, M. le maire, avez-vous fini votre réflexion quant aux prochaines élections? Ça s'en vient. Là, j'en vais en discuter avec le conseil pour voir... Ça se présente comment? Est-ce que la plupart des gens veulent revenir dans votre conseil? On n'a pas discuté encore ensemble. On en parle un petit peu, mais on va faire ça bientôt. Là. Votre réflexion, vous n'êtes pas prêt à nous confirmer que vous vous représentez au prochain? J'aimerais ça, mais je vais en discuter avec mon conseil là, pour voir si ceux qui reviennent et comment ça marche. Je pense qu'on fait de la bonne ouvrage. On a fait de la bonne ouvrage depuis les 4 ans qui se sont passés. Vous savez qu'on est arrivé dans des conditions difficiles avec la traverse. Ça sera toujours difficile, la traverse, M. le maire? Bon, j'ai confiance que ça s'améliore. Ça va s'améliorer. Confiance que ça s'améliore parce que les dernières années, c'est de pire en pire. Oui, ça a été de pire en pire. Ça a été difficile. On peut dire que ça a été très difficile. Vous avez confiance pour l'an prochain? Oui, j'ai confiance pour l'an prochain. De toute manière, on travaille fort avec la société là, pour voir quel bateau qu'ils vont nous envoyer. Puis c'est là on est en amont là, de ça. Là. Bien, Monsieur le maire, ça nous fera plaisir de vous accueillir lorsque votre réflexion sera terminée. On fera encore ensemble le tour des dossiers. On regardera c'est quoi votre programme pour le prochain mandat. Merci beaucoup de votre invitation. Puis on va venir avec plaisir. Merci. Bienvenue. L'inondation du 1er mai 2023 restera gravée à jamais dans l'histoire de Baie-Saint-Paul. On sait maintenant qu'au-delà des quelques 180 propriétés inondées par cette crue historique, une des 2 sources d'alimentation en eau potable de la municipalité fut sérieusement mise en danger. D'importants travaux ont été réalisés au cours de la dernière année afin de sécuriser cette importante source d'eau potable. La ville de Baie-Saint-Paul puise grosso modo là, annuellement environ 1,1 million de mètres cubes d'eau. Puis ce qui provient d'ici, où on se trouve, là, dans le secteur du Genévrier, c'est approximativement un 40-45 de la production d'eau potable qui vient du site ici. Mais le site joue également un rôle de stabilisation au niveau de la pression puis de l'approvisionnement de tout le réseau. C'est pas un site où on puise l'eau à air ouverte, là. C'est un puits qui a été creusé ici. Parlez-nous un peu de comment, structurellement, là, comment ça fonctionne, cette prise d'eau ici. C'est effectivement un puits là, qui puise l'eau là, dans la nappe phréatique, à environ 125 pieds de profondeur là, sous nos pieds pratiquement. Puis c'est un petit peu le même principe que les gens peuvent avoir dans leur résidence, là, à plus grosse échelle, bien sûr. Là. La capacité est plus importante, mais c'est le même principe. Justement, on prélève combien de litres d'eau par jour ici? Bien, ça dépend des journées. La consommation estivale ou hivernale est complètement différente. La population, le tourisme en été, c'est beaucoup plus important. Mais grosso modo, à l'endroit où on se trouve, là, on peut avoir un 1500 mètres cubes là, dans une journée approximativement. Qu'est-ce qui est arrivé la journée des inondations ici? Est-ce qu'on a failli perdre notre prise d'eau? La rivière fait une avulsion, donc un déplacement latéral, si on veut, dans le secteur ici, d'une vingtaine, 20, 25, 30 mètres approximativement, parce que quand on venait ici, il y a 2 ans, à l'endroit où on se situe présentement, on ne voyait pas la rivière.
C'est un couvert forestier à l'arrière de nous, là, sur un 20... On l'entendait, on n'était pas à une distance énorme, mais on ne la voyait pas. Puis c'est durant les événements, une fois que l'accès était redonné, parce qu'on se souvient qu'on n'avait plus accès au secteur d'ici pendant un certain temps, le pont de la 138 était... Il était endommagé complètement, qu'on est venu sur place puis qu'on a vu où nous en étions, là, à quel point la rivière avait complètement changé son lit d'endroit. Donc, on n'a pas assez proche de perdre notre prise d'eau pendant les inondations. Bien, effectivement, on peut dire qu'on a passé bien près là, de quelque chose qui aurait amplifié, mettons, la catastrophe là, du 1er mai. Qu'est-ce qu'il a fallu faire maintenant comme travaux pour sécuriser la prise d'eau et la rendre pérenne, qu'on s'assure que pour l'avenir, cette prise d'eau-là soit bel et bien sécuritaire là, face aux inondations qui peuvent survenir? Parlez-moi des travaux qu'il a fallu faire ici. Bien, déjà, quelques jours suivant le 1er mai, le 3 ou le 4 mai environ, en urgence, on a fait un empierrement qu'on savait non conforme relativement aux règles de l'ingénierie, mais c'était des travaux d'urgence pour stabiliser le secteur en cas de nouveaux coups d'eau, parce qu'on n'était pas à l'abri d'une nouvelle pluie ou d'une nouvelle intempérie. Suite à ça, il y a eu des études qui ont été réalisées dans le secteur, une étude d'hydrogéomorphologie du secteur, qui nous a permis d'avoir les données nécessaires pour faire des plans, ceux-ci, aux normes de 2023 ou 2024, selon. Et des plans aux normes, mais également des plans acceptables par les autorités gouvernementales qui régissent là, et qui réglementent l'ensemble des interventions d'une municipalité sur des cours d'eau. Exactement. Ici, avant d'entreprendre les travaux, autant le ministère de l'Environnement que le ministère de la Sécurité publique et tous leurs professionnels, là, que ce soit en hydraulique, en ingénierie ou peu importe, ont analysé les plans et ont approuvé ceux-ci là, avant qu'on amorce les travaux. Maintenant, parlons-en des travaux. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a un mur au complet qui a été remonté ici. Bien, c'est un empierrement dont une partie, on appelle ça, c'est un mur de gabion. Donc, c'est un empierrement général. Il a fallu, durant les travaux, là, élargir la plateforme. Puis c'est 3 000 à 3 500 tonnes de roches d'environ 1 mètre de diamètre qui ont été mis en place ici pour sécuriser le secteur. Vous avez créé une paroi d'une longueur de quoi? On parle de 200 mètres environ? Non, c'est plus un 250 à 300 pieds, donc un 90 mètres, je vous dirais, là, d'empierrement. C'est des travaux qui ont été évalués à combien? L'évaluation des travaux était autour de 700 000 La facture est répartie à 75 au ministère de la Sécurité publique et à 25 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Cependant, c'est des travaux qui ont été faits en régie municipale, donc c'est le personnel municipal qui a procédé aux travaux, puis ce qui a permis de réduire un peu la facture là, pour autant le gouvernement que la ville. Une récente étude révèle que la rivière a connu un rare épisode de crue torrentielle causant de lourds dégâts. On a fait faire une étude hydrogéomorphologique, donc par un hydrogéomorphologue, pour essayer de comprendre. Puis suite aux événements, on a tout de suite lancé cette étude-là parce que les événements pour tout le monde ont paru un petit peu... hors du commun? Hors du commun, je pense que ça serait un bon terme. Parce que les événements ont été non seulement hydrologiques, c'est pas juste l'eau. À Baie-Saint-Paul, il y a eu un niveau d'eau qui a monté, qui a inondé, mais ici, ça a été hydrosédimentaire. Il y a eu une charge en sédiment, donc ça a été... Là, on parle de roches, de sable. De roches, exactement. Fait qu'on appelle ça, les termes, c'est une crue torrentielle. Donc, il y a la crue d'eau, mais il y a la crue torrentielle, ce qui fait qu'elle a la force de mettre en mouvement tous les sédiments, là, on parle de sable, on parle de blocs également, qui se mettent à bouger, à se redéposer. Et là, bien, la rivière, elle perd un peu le contrôle, elle les dépose à certains endroits. C'est destructeur, une inondation comme celle-là. Oui, c'est comme si la forme du lit qu'elle a, elle peut le perdre puis en créer une nouvelle forme. Et c'est ce qui s'est passé ici. Là, on est dans le fond à la station P1, mais on est à l'apex, c'est-à-dire à l'amont de la zone qu'on appelle une espèce de petit cône alluvial. Donc, c'est la zone où elle a été le plus dynamique. Daniel a mentionné que la rivière
elle a bougé, elle s'est déplacée sur un 30 mètres presque environ. Oui. Mais dans le fond, on voit juste à l'arrière de moi son ancien lit. Donc, à notre droite, c'est son ancien lit. C'est là qu'elle coulait. Et on voit également que cette rivière, on ne la voyait pas avant les inondations. On l'entendait, mais elle était presque... Elle était sous bois à l'époque. C'est ça. Donc, ici, il y avait un 25 à 30 mètres qui était sous bois, avec une charge en sédiment, un lit, ainsi de suite. La rivière est venue chercher. Et dans son ancien lit, elle a déposé de 1,8 à 2 mètres de sédiment. Elle a déposé plus haut que moi, je mesure 1,68. C'est ce qui a provoqué sa déviation. Exactement. Dans le fond, elle est arrivée, elle était extrêmement chargée en sédiment. Elle a rempli son lit. Puis quand son lit a été rempli, bien, elle s'est tassée à côté. Puis là, elle s'est mise à creuser. Puis pourquoi elle l'a rempli? C'est parce qu'ici, c'est une zone qu'on peut dire en rupture de pente. Elle arrive des montagnes, elle est très, très à pic, elle a beaucoup d'énergie. Et là, on tombe, on est comme à l'apex. Dans le fond, on est au début de la plaine. Et comme il y a moins de pente, il y a moins de versants, elle perd son énergie, elle se met à les déposer, elle remplit son lit, et là, elle se met à les gruger à côté. Et c'est ce qu'on appelle une avulsion. C'est là qu'elle coulait, maintenant, elle coule à côté. Est-ce que cette rivière-là a toujours été au même endroit avant les inondations? Puis qu'est-ce que votre étude a révélé là-dessus? Parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça et puis que ça a été une exception que l'on a vécue. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'étude, c'est que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est dans sa nature. Le tronçon ici, que la rivière bouge, que la rivière fasse des avulsions, qu'elle dépose, qu'elle tombe en régime torrentiel, c'est dans sa nature de le faire. Elle ne le fait pas chaque année. Mais ça fait un événement qui n'est pas commun, il peut être rare, mais c'est dans sa nature de le faire. Elle l'a déjà fait. Donc, l'étude a permis de documenter ça. Absolument. Là, dans le fond, j'ai une carte qu'on va présenter. Et la carte présente, dans le fond, les formes actives puis les tracés historiques. C'est-à-dire qu'on a couvert le Québec avec des images prises par avion, donc des images... aérienne, et on a tracé les formes de la rivière en 1927, en 1951, en 1964, en 1976, en 2021, en 2023. Pu superposer les couches d'images. Bien, c'est pas moi, mais la firme, là, donc, mais oui. Ils ont pu superposer les couches puis dire, bien, en 1927, c'est là qu'elle était. En 1951, c'est là qu'elle était. Puis là, en superposant tout ça, bien, qu'est-ce qui apparaît? C'est que, bien, dans le tronçon ici, bien, il y a comme un étendu qu'on appelle une limite des formes actives historiques. Bien, elle a tout utilisé ça historiquement, puis c'est pas historiquement sur 1000 ans, c'est historiquement sur même pas 100 ans, en fait. Donc, c'est une zone qui est appelée à bouger là-dedans. Donc, on peut dire maintenant que la prise d'eau, une des 2 prises d'eau de la ville de Baie-Saint-Paul est maintenant à l'abri d'événements qui pourraient être des inondations torrentielles? Oui. Dans le fond, là, c'est un ouvrage qui a été fait pour ça. Donc, vous allez bien dormir au printemps prochain? Absolument. Il faut. Merci beaucoup. Merci. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement tenait cette semaine la première partie d'une commission d'enquête sur le projet de parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Et Mathieu Larivière assisté aux audiences. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, tout d'abord, avant d'aller plus loin, parlons tout de suite. Replacez-nous. Qu'est-ce que le projet de parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix? On parle de quoi? C'est un parc éolien dont les travaux débuteraient à la fin de l'année 2025 pour être mis en service en 2027, qui générerait approximativement 400 mégawatts d'électricité pour 70 000 foyers québécois dans la province. Ça veut dire combien d'éoliennes à peu près? Entre 57 et 68 emplacements d'éoliennes sont présentement estimés pour le projet. Chaque éolienne ferait une hauteur de 200 mètres, incluant les pales de l'infrastructure. Et puis, donc voilà, investissement prévu de 1 milliard de dollars par les initiateurs du projet. 3 initiateurs
Boralex, Énergir et Hydro-Québec, qui s'associent avec le privé pour la première fois de son histoire pour être un producteur d'électricité, de l'éolienne. Alors, on comprend qu'un projet comme celui-là a des impacts importants sur l'environnement, que ce soit l'environnement visuel, la qualité de l'environnement, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est donc comme démarche qu'une commission d'enquête sur un projet quand le Bureau d'audience publique sur l'environnement décide de se pencher sur, faut le dire, sur un méga projet comme celui-là? Le Bureau d'audience publique de l'environnement, c'est un organisme indépendant qui a été fondé en 1978 au Québec. On dit qu'il est indépendant, mais il relève quand même du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire que c'est à lui qu'il dirige des recommandations. Il est tenu d'évaluer des projets qui ont un potentiel d'impact important dans des milieux naturels à travers tout le Québec. Oui. Et donc, lorsque un projet est lancé par différents acteurs promoteurs, le ministre va déterminer si une commission d'enquête doit être tenue. À ce moment-là, un commissaire et une présidence sont nommés pour se déplacer dans un lieu, comme ce fut le cas cette semaine à Baie-Saint-Paul, pour rencontrer la population, répondre à leurs préoccupations et poser des questions aux différents initiateurs et intervenants, personnes ressources dans ce projet-là. Donc, une commission d'enquête, c'est un peu comme indépendant par rapport au projet. Ça écoute les promoteurs, mais ça écoute également les citoyens. Absolument. Et il faut dire que c'est un organisme qui fait des recommandations, mais qui n'est pas décisionnel. Donc, suite à l'évaluation... Le ministre de l'Environnement pourra faire ce qu'il veut quand même. Exactement. Donc, après avoir rencontré la population et avoir fait la commission d'enquête, le BAP dispose d'un 4 mois pour rédiger un rapport. On va déposer le rapport du parc éolien projet des Neiges au mois de mai au ministre. Et ensuite de ça, lui, il a 15 jours pour rendre le rapport public et donner acte de sa décision par rapport au futur du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Maintenant, on dit que c'était la première partie de la commission d'enquête. Qu'est-ce que ça limite là, quand on dit on y va juste pour la première partie? Première partie signifie on entend seulement que les interrogations, donc les questions des groupes, des citoyens, des organismes, on ne prend pas en considération tout ce qui relève de l'opinion, du point de vue. Donc, on ne voulait pas avoir des mémoires, par exemple? Ça sera déposé plus tard dans une seconde partie au mois de février. Cette première partie-là, donc les gens posaient des questions. Sur les enjeux et quelles questions, justement? Bien, premièrement, la grande catégorie qui est ressortie, ce sont les enjeux environnementaux. Au cœur de ça, le caribou. Hein? C'était la question centrale qui est revenue. Plusieurs acteurs avaient des interrogations par rapport aux autorisations qui avaient été données par le ministère de l'Environnement. Ils ont questionné les initiateurs du projet, à savoir... Parce qu'il faut comprendre que l'initiateur se défend depuis le début du projet en disant... Mon projet n'a pas beaucoup d'impact. L'aire de répartition du caribou est déjà très affectée. On ne va pas changer la donne si on vient mettre un projet d'éolienne. Et il n'y aura pas de chance de toute façon que le caribou... ou à peu près pas de chance que le caribou soit réintroduit. Mais les acteurs environnementaux défendaient de leur côté que c'est pas un argument de taille pour ne pas réintroduire l'animal et ne pas mettre d'efforts pour rétablir l'écosystème environnemental. Maintenant, les promoteurs du projet, les deux compagnies Hydro-Québec, puis le Bureau d'audience publique, il y avait comme beaucoup de spécialistes qui étaient là pour répondre aux questions. C'était pas deux personnes en avant qui se contentent de prendre des commentaires. Non, absolument. C'est une bonne question, Martin. Il y avait 4 tables de personnes ressources, de panélistes issus des initiateurs, donc Boralex, Énergir, Hydro-Québec, un représentant des Terres du Séminaire, des représentants aussi du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, l'Institut national de la santé publique du Québec, Pesca Environnement, la firme environnementale qui a fait les études pour les initiateurs. Donc, une panoplie d'acteurs. Plus d'une quinzaine de personnes qui étaient là pour répondre aux questions. Absolument. Comment ça fonctionne un BAP? Là, en fait, c'est que les citoyens sont amenés à l'avant. Ils doivent poser leurs questions à la présidente de la commission. Et cette personne-là va diriger ces préoccupations-là vers les personnes ressources qu'elle considère d'intérêt, entendre leurs réponses. On a parlé du caribou. Dans le milieu environnemental, exactement, mais il y a plein d'autres thématiques qui ont été abordées. L'impact sur le paysage. Un consultant en environnement et géographe a admis que, pour sa part, il allait avoir des impacts importants sur le paysage dans la région de Charlevoix, qui est une région récréo-touristique connue à travers le Québec et à travers le monde. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
On a répondu que depuis les balbutiements du projet, on a réduit le nombre d'éoliennes, on les a éloignées des cœurs villageois pour qu'ils soient moins près et que l'aspect visuel soit moins perçu. OK. Donc, en lien avec l'environnement, autre préoccupation qui a été soulevée, les effets des impacts cumulatifs. La région de la biosphère de Charlevoix a dit... vous avez étudié en environnement les répercussions sur chaque espèce, mais vous n'avez pas nécessairement étudié les relations dans l'écosystème entre toutes ces espèces-là. Lorsqu'on prend en considération l'ensemble des répercussions sur le milieu environnemental, on appelle ça l'étude des impacts cumulatifs sur l'environnement et on n'a pas vu énormément d'études de la part des initiateurs à cet égard. Donc, on est resté en silo. Bien, pour le caribou, ça fait ça. Pour l'environnement, pour la qualité des sols, c'est ça. Pour l'écoulement des eaux, c'est ça. On n'a pas dit au total... Voici ce que ça peut dresser comme portrait. Et les impacts sur les relations entre les divers éléments dans les écosystèmes. Donc, on n'a pas eu le portrait total des impacts. On a le portrait sectoriel des impacts. Alors, les acteurs environnementaux ont émis cette perspective-là. OK. Les initiateurs se sont défendus d'avoir mené des études élargies. Je reviendrai également sur les crues torrentielles, enjeux environnemental qui auraient... Qui risque d'arriver de plus en plus souvent dans le futur. Oui, et qui est marqué dans la mémoire de Baie-Saint-Paul. Absolument. Certains se sont inquiétés qu'en déforestant, en ouvrant de nouveaux chemins forestiers, on accélère le ruissellement. On a dit du côté des initiateurs qu'on mettrait en place des mesures d'atténuation. Encore là, certains citoyens ont sorti de la rencontre, se sont dit insatisfaits des réponses. Est-ce qu'on a seulement parlé d'environnement? Parce qu'il me semble que la question économique est importante aussi, là. C'est un parc éolien qui va générer des milliards de dollars de revenus quand même. Oui, effectivement. Les initiateurs ont expliqué en long et en large les retombées économiques que ça va avoir dans la région, le nombre d'emplois qui vont être créés pendant la construction, 500 emplois. Okay. Ça aura aussi des effets indirects sur les restaurants, les hôtels, toutes sortes de commerces à travers la région. Et une fois le projet mis en branle et en exploitation, quinzaine d'emplois directs qui vont être générés pour entretenir les différents sites d'éoliennes. Ça répond à quel besoin, ce projet-là? Alors, c'est d'autres questions qui ont été posées, à savoir... Est-ce qu'on a absolument besoin de ça au Québec? Oui, voilà. Il y a des gens qui se sont questionnés sur la stratégie d'Hydro-Québec et sur les réels besoins d'Hydro-Québec. Oui. On s'est demandé si le projet éolien de 400 mégawatts, ce ne serait pas comme une simple goutte d'eau dans l'océan dont a besoin Hydro-Québec. Hydro-Québec justifie de son côté qu'il doit diversifier son portefeuille de ressources, son portefeuille de sources d'énergie, d'électricité. L'éolien est pris en compte là-dedans. On a aussi expliqué comment fonctionne la distribution électrique au Québec parce que les citoyens se demandaient l'électricité qu'on produit ici, est-ce que ça va servir à des gens d'ici? On branche ça où? Oui, c'est ça. C'est pas si simple que ça, explique Hydro-Québec, parce qu'on peinture pas les atomes pour savoir quand ça entre dans un réseau de distribution, à qui cet atome-là, d'énergie-là, va être distribué. Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. On assure quand même du côté d'Hydro-Québec que cette énergie-là ne sera pas dirigée vers l'exportation, mais ça reste qu'on peut pas déterminer dans la boîte de distribution hydroélectrique de l'énergie éolienne vers où ça s'en va. L'électricité vient de où, là? Il y a encore des nuances. Ceci dit, ce projet-là, quand même, va générer des milliards de revenus, va générer du profit. En quoi les communautés qui vont être affectées, il faut le dire, parce qu'il y aura des impacts au projet, en quoi les communautés vont bénéficier de ces revenus-là? Est-ce qu'on le sait? Alors, ça rapporte combien pour la communauté? Les redevances sont estimées à 80 millions de dollars sur 30 ans pour l'ensemble des communautés affectées par le projet. Oui, mais les revenus sont estimés à quoi? 100 milliards de dollars? Parce qu'on parle de 70 000 maisons par année. On ne connaît pas la valeur des retombées pour les initiateurs du projet, pour Hydro-Québec. Okay. Ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. On se doute qu'il y a de l'argent à faire, sinon ils ne seraient pas là. Probablement. On ne peut pas émettre d'hypothèses sur les chiffres parce que Hydro-Québec se défend en disant que ça fait partie de sa stratégie commerciale de négociation. Mais on peut estimer les redevances pour les communautés de 2,6 millions de dollars par année. Ça comprend aussi les communautés, les Premières Nations, Espit, Mashteuiatsh et les Huron-Wendat aussi, situés près de Québec. Donc, on ne connaît pas encore les parts de gâteau, qui recevra combien. Ce sera annoncé ultérieurement. En terminant, on vient de finir la première étape de la commission d'enquête. C'est quoi les prochaines étapes?
Alors, à partir du 18 février prochain, ce sera la deuxième partie de la commission d'enquête, la population, les organismes, les groupes qui souhaitent militer d'un côté ou de l'autre du projet en faveur ou en défaveur, pourront soumettre des mémoires, des études. Donc là, on a eu la période de questions et là, on a les opinions. Les opinions, des images commentées également. Il faut rappeler qu'il y a des opposants au projet qui ont constitué la majeure partie des questions qui ont été posées lors de cette première partie, mais il y a aussi des gens en faveur là, du projet. Et la Chambre de commerce de Charlevoix s'est Est-ce que la MRC s'est prononcée? Donc, la MRC également est favorable au projet. Un conseiller municipal ici, à Baie-Saint-Paul, s'est prononcé en faveur du projet pour les retombées économiques que ça va générer dans la région. La région de la biosphère également a dit, nous, on ne souhaite pas contrer le développement économique et le mettre en opposition à l'environnement. On essaie de trouver une façon de conjuguer ces deux aspects-là. Donc, des avis partagés et diversifiés dans la population. Si on veut déposer un mémoire, participer aux audiences, on procède comment? Donc, c'est accessible, ces informations-là, sur le site du BAP de l'Environnement au Québec, projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. C'est très facile à trouver. Ensuite, après le mois de février, le BAP va disposer de quelques mois, donc je le rappelle, jusqu'au 20 mai pour produire un rapport qu'ils vont déposé auprès du ministre de l'Environnement. Le Conseil des ministres se réunira et 15 jours plus tard, ce rapport-là sera déposé publiquement. Donc, la population pourra le consulter. C'est à ce moment-là qu'il y aura un feu vert qui est donné au projet. Ou un feu rouge, ou des ajustements. On se rappelle que le BAP n'est pas décisionnel, il émet des recommandations seulement. Et donc, ça relève la décision finale du Conseil des ministres qui sera attendue début juin 2025. Monsieur Larivière, merci beaucoup et on en reparlera. Merci, Martin. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a réformé le système de collecte des matières recyclables à l'échelle de la province. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2025. L'équipe de TVCO a rencontré la coordonnatrice à l'environnement de la MRC de Charlevoix afin d'en apprendre davantage sur ces nouvelles règles de tri. Il y a eu une réforme de la collecte sélective qui a été mise en place par le gouvernement. Au niveau ça s'appelait la modernisation de la collecte sélective. Donc, c'est un règlement qui a été adopté pour mettre en place une responsabilité élargie des producteurs au niveau de cette collecte-là, de la collecte sélective, le bac bleu. Donc, les producteurs de plastique. Bien, tous les producteurs de contenants, emballages, imprimés, donc même ceux qui font des journaux, il n'y a pas juste le plastique, il y a le métal. Donc, tout ce qui est matière recyclable là, est touché par cette réforme-là. Les producteurs de matières pouvant être recyclés, tels que les emballages, les contenants et les imprimés, sont dorénavant soumis à de nouvelles obligations réglementaires. Il faut qu'ils assurent le financement de ce programme-là, de la collecte sélective. Donc, eux, ils gèrent, dans le fond, la collecte, le transport, le tri, puis tout ce qui est, par la suite, là, les débouchés. Et puis... Savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces matières-là, comment on les transforme. Oui, c'est ça. Donc, essayer de trouver des matières plus éco-responsables, disons, pour réduire leurs frais et tout ça. Un organisme qui représente ces producteurs à l'échelle nationale a été créé pour assurer le fonctionnement du nouveau programme québécois. Éco-entreprise Québec, c'est un organisme de gestion désigné. Donc, le gouvernement, ça prenait un organisme qui gère tout l'ensemble des producteurs. Tu sais, chaque producteur ne pouvait pas gérer la collecte. Ça prenait vraiment un organisme qui gérait vraiment tous les producteurs. Donc, ceux de papier, ceux de plastique, ceux de métal et tout ça. Au niveau de la nouvelle réforme aussi, depuis que la responsabilité élargie des producteurs a été mise en place, c'est que ça va être partout au Québec que ça va être la même chose. Les bacs vont être bleus partout. Les matières qu'on met dans le bac bleu vont être les mêmes partout.
parce que présentement, bien, pas présentement, mais avant ça, souvent ici dans notre MRC, on pouvait récupérer des plastiques 1 à 5 et 7. Puis dans une autre MRC, on pouvait prendre le 1, le 2, le 3, pas le 4, pas le 5. Donc, au niveau des plastiques, c'était compliqué là, de savoir lesquels étaient recyclables. Puis c'était pas partout pareil. Ça dépendait des centres de tri avec lesquels tu faisais affaire. Le centre de tri décidait avec quelle matière il y avait des débouchés puis qui pouvaient rentrer de l'argent pour se financer. Donc, eux prenaient ces matières-là, puis ceux qui n'étaient pas rentables, bien, ils ne les prenaient pas. Donc, c'était vraiment différent d'un endroit à l'autre au niveau des matières acceptées dans le bac de recyclage. Pour les citoyens de Charlevoix et du Québec, ces changements permettront de récupérer davantage de matières résiduelles. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de matières qui vont dans le bac bleu. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Par la suite, c'est-tu en papier, en carton, en plastique, en métal, donc, ou en verre? Donc, si ça répond à toutes ces questions-là, ça va dans le bac bleu. Il y a quelques petites exceptions, les contenants d'aérosols qui peuvent être dangereux pour les explosions, là. Mais sinon, ou les sacs biodégradables ou compostables n'iront pas. Mais sinon, dès que c'est un emballage, avant ça, il y a des choses qu'on ne mettait pas, qui étaient des emballages dans le bac bleu. Maintenant, il y a les sacs de chips, différents types de sacs qui n'étaient pas recyclables avant, qui maintenant le sont. Les styromousses aussi? Les styromousses alimentaires, là, les petites barquettes là, qu'on collecte la viande, ou dans les casse-croûtes, là, souvent les emballages pour les poutines ou différentes matières, là, eux vont être recyclables maintenant. Par contre, le polystyrène de protection, les gros morceaux, là, quand tu achètes un frigidaire, tu as des gros morceaux de polystyrène, ou tu achètes une télévision aussi, ceux-là ne le sont pas. Donc, ceux-là, il faut les mettre aux ordures. L'époque où les citoyens devaient valider les numéros de recyclage sous les contenants est donc révolue. On ne s'occupe plus du numéro. Puis même si un contenant n'a pas de numéro, il va au recyclage. Donc, dès que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, c'est vraiment la règle à retenir. Contenant, emballage, imprimé, ça va dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est un peu le plastique. Avec ces nouvelles mesures, la MRC de Charlevoix s'attend à une augmentation de la quantité de matières recyclées. Nous, on s'en rend compte là, au niveau des employés, si des fois on s'en parle, puis on se rend déjà compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont dans notre contenant de recyclage que dans le contenant de déchets chez nous à la maison. Cette réforme amène également son lot de défis pour les professionnels qui administrent la gestion des matières résiduelles. Je dirais que c'est une augmentation des tâches. Il a fallu qu'on fasse une entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Donc, ça a été un gros processus assez long et ardu là, de faire cette entente-là. Puis, dans l'entente, il y a plusieurs points qu'il faut qu'on rende compte à Éco-entreprise Québec là, en cours de contrat. Donc, ça va être plus de travail pour nous au niveau de la gestion. Il y a un site Internet là, qui va être fait ou un portail qu'il va falloir qu'on remplisse. Là, il n'est pas encore créé, donc on ne sait pas encore tout ce que ça implique, mais il va y avoir beaucoup plus de suivi à faire que ce qui était fait avant ça. T'sais, c'est sûr qu'on allait déjà en appel d'offres pour nos contrats de collecte. Ça ne change pas, mais maintenant, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment respecter les règles que Éco-entreprise nous disent de mettre dans l'appel d'offres. Donc, il y a beaucoup de points qu'il fallait ajouter dans nos appels d'offres qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on ouvre les appels d'offres, avant de dire que tel soumissionnaire a gagné l'appel d'offres, il faut vraiment qu'Éco-entreprise vérifie aussi les résultats puis qu'il nous donne l'accord d'y aller avec telle ou telle entreprise. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le choix du centre de tri par la MRC. Avant ça, on allait en appel d'offres pour le centre de tri puis pour la collecte et le transport. Mais maintenant, on fait juste l'appel d'offres pour la collecte et le transport. Le centre de tri, c'est Éco-entreprise Québec qui nous dit où on va. Donc, eux, ils décident lequel est le plus près de chez nous, où ça va être le plus rentable d'aller pour nous. Donc, nous, on a été chanceux, on n'a pas changé de centre de tri. On allait déjà chez VIA à Lévis, puis on continue à aller à ce centre de tri-là. Concrètement, différentes matières font leur apparition dans le bac de recyclage des citoyens. Depuis le 1er janvier 2025, donc tous les contenants, emballages et imprimés vont au recyclage. Là, au niveau des contenants, on n'a vraiment là, plus besoin de vérifier le petit sigle en dessous. Donc, tous les contenants qui n'ont aucun petit logo de recyclage dessus vont au recyclage. Donc, les petits contenants de yogourt vont au recyclage. Les petits emballages comme ça de sauce vont au recyclage. Même le genre de plastique qui est comme c'est pas de l'aluminium, mais c'est un plastique genre aluminium, va au recyclage aussi, vu que c'est un emballage. Les fameuses factures? Oui.
Les factures thermo-imprimées là, qui n'y allaient pas, c'est un imprimé. Donc, ça fait partie des matières qu'on a rajoutées là, au niveau du recyclage. Les sacs de céréales, là. Donc, c'est des sacs qu'on retrouve dans les boîtes de céréales ici. Donc, c'est important quand on les met dans le bac, il faut les séparer, là. On met la boîte de carton seule, puis le sac à côté. T'sais, on ne laisse pas le sac dans la boîte, parce que quand ça va arriver au centre de tri, bien, le sac va être pris dans la boîte, puis c'est plus compliqué pour eux. Donc, ces sacs-là sont recyclables maintenant. Au niveau des sacs, les nouveautés, bien, on avait les sacs autoportants. Donc, c'est un plastique plus rigide, là, les sacs qui tiennent tout seuls debout. Donc, ceux-là ne l'étaient pas recyclables avant, mais maintenant, on peut les mettre là, dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est un peu le plastique comme genre aluminium, ou le papier d'emballage qui ressemble à ça, là, qui est en aluminium aussi, va y aller maintenant. Les sacs, les emballages de pâte alimentaire, c'est un genre de plastique rigide, ou n'importe quel petit sac là, rigide en plastique maintenant là, est accepté dans le bac bleu. Donc, au niveau des styromousses, le plastique numéro 6 n'était pas pris avant, au niveau de la MRC. Maintenant, bien, on peut les mettre dans le bac. Là. C'est sûr que quand il y a de la viande, des choses comme ça, on les rince. Comme n'importe quoi, on essaie de les rincer un petit peu avant. Là. Donc, c'est ça, les styromousses, les verres en styromousse ou les contenants de casse-croûte en styromousse vont maintenant au recyclage. La MRC de Charlevoix rappelle toutefois que plusieurs matières résiduelles ne sont pas autorisées dans le bac bleu. Les feuilles mortes, les cure-dents de bois et les mouchoirs souillés doivent par exemple être envoyés au compost. Les batteries, les aérosols, les électroniques, les matériaux de construction et de démolition, les encombrants, les jouets pour enfants et les textiles sont quant à eux destinés aux écocentres régionaux. Les éléments qui ne peuvent pas se retrouver au recyclage, au compost ou dans les écocentres doivent pour leur part être envoyés dans le bac noir des déchets. Pour en apprendre davantage à propos des réglementations en vigueur, il est possible de consulter l'onglet de gestion des matières résiduelles du site Internet de la MRC de Charlevoix ou de contacter l'organisation. La région de Charlevoix abrite un joyau environnemental, la rivière du Gouffre, et on reçoit aujourd'hui le président de l'Association de conservation de la vallée du Gouffre, M. Benoît Bouchard. Bonjour. Bonjour. Donc, M. Bouchard, on a entendu parler en 2024, tout au long de l'année, de la situation financière de l'Association de conservation qui était un peu difficile, si on peut dire. On se demandait si les jours de l'association n'étaient pas comptés. Parlez-moi un peu plus de comment vous avez traversé l'année 2024. Bon, c'est sûr que ça a été difficile au point de vue financier parce qu'on a les reliques du déluge du 1er mai 2023. Des inondations. Oui, c'est ça. Vous avez été obligé de faire des réaménagements de plein d'infrastructures. On avait un petit coussin en 23. À l'époque? À l'époque, oui. Et on l'a mangé complètement pour se remettre à niveau. Ça veut dire installer tous nos accès, réparer les chemins. On avait beaucoup de choses à faire. Des ponceaux qui ont été réinstallés. Des petits ponceaux. Ça veut dire tout ce qu'il faut pour rendre la rivière accessible, les fosses accessibles à monsieur et madame tout le monde, sans avoir besoin d'un véhicule spécial pour s'y rendre, puis après ça, avoir les commodités qu'on avait avant. Donc, de ce côté-là, ça a mangé beaucoup d'argent, si on peut dire, et ça a été jumelé au fait qu'il y a eu moins d'entrées qui ont été achetées par les pêcheurs du Québec pour venir dans la rivière du Gouffre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, mais c'est un fléau national, c'est un fléau de tout le monde du saumon. J'ai eu une réunion au mois de novembre dernier. Là. Oui. Puis c'est partout. Là. Toutes les rivières ont la même chose. Même ceux de la Nouvelle-Angleterre, les rivières, les associations ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Il y a moins de gens qui pêchent, mais c'est pour une cause qui est facilement identifiable. C'est parce qu'il y a moins de saumon dans la rivière. Il y a moins de saumon, la ressource est moins là. Puis, je vais vous dire, la ressource est moins là. Ce que j'ai eu comme information, ce que j'ai décodé, là, la ressource est moins là. Les pêcheurs s'autodisciplinent. Quand il fait trop chaud,
ça donne pas de chance au saumon, au pêche-pas. Quand les eaux sont basses, c'est des amateurs de pêche, c'est des gens qui sont respectueux de la nature. On s'en va vers ça, puis on constate ça de plus en plus. Donc, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce qu'on me faisait comme réflexion, il fait trop chaud, la rivière est trop basse, je ne vais pas à la pêche. Et là, on a senti dans le milieu charlevoisien qu'il y a des choses qui se sont mises en branle à la fin de l'année dernière parce qu'on veut conserver cette association-là. On ne veut pas qu'elle mette fin à ses jours par manque de moyens financiers. Vous aviez ce matin même une rencontre de planification stratégique, si on peut dire, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi l'avenir de l'association de la Vallée du Gouffre? Parlez-moi de cette rencontre-là. C'est une rencontre préparatoire à une planification stratégique. Okay. C'est un échange d'idées. C'est une... vous savez, ce qu'on a eu là, comme information, puis ce qu'on a pu comprendre de ce matin, là, c'est... il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à s'impliquer pour l'avenir de la rivière. Qui était là ce matin là, avec vous? Ce matin, là, on avait les gens de la MRC. OK. Je ne me rappelle plus de son titre, là, la dame, là. On avait Mme Simard, la mairesse de Saint-Urbain, le conseil de Saint-Urbain. On avait les membres du conseil, certains membres du conseil d'administration. Ceux qui travaillaient ne pouvaient pas être là. De l'association? De l'association. Et l'équipe de travail. Est-ce qu'il y avait des gens des ministères à Québec ou de l'environnement? Ou... Pas pour le moment, parce que c'était une rencontre préparatoire, un brassage d'idées pour préparer la planification, la rencontre à la planification stratégique. Qu'est-ce qui en est ressorti, ces discussions-là? Ce qui est ressorti de là, c'est que la situation financière n'est pas désastreuse. On parlait de quoi? Une enveloppe budgétaire de 15 à 20 000 $ qui manquait pour compléter l'année? Oui. Et est-ce qu'il y a eu un soutien du milieu pour donner un coup de pouce? Hein? La FQSA, la Fédération, nous a aidés. OK. La municipalité, avec Mme Simard, la mairesse, a organisé un souper de financement, un souper tourtière. 252 personnes ont participé à ce souper-là. Oui. C'est les revenus que ça a généré. Ça a fait en sorte qu'on est capable de se rendre à la prochaine saison sans problème, on est capable de rencontrer toutes nos obligations sans de soucis. Vous en êtes ressorti rassuré ce matin? Très rassuré. Vous savez, quand on a le nez sur la vitrine, on ne voit plus rien. Oui. Mais quand les gens, là, ils arrivent avec des idées puis ils voient des choses que nous, on n'a pas vues, puis là, ça nous ouvre les idées. Donc, c'est plus facile puis c'est plus agréable. Êtes-vous en mesure de nous témoigner de quelques idées qui ont été énoncées qui vous semblaient intéressantes? Bon, vous savez, là, notre rivière, là, notre association, là, il y a 11 % des résidents de Charlevoix qui pêchent, sont membres, ou ils ont une carte de membre, ou qui pêchent la rivière. OK. Puis quand on dit Charlevoix, c'est de Baie-Sainte-Catherine à Saint-Tite-des-Caps. 89 % viennent de l'extérieur. OK. Et dans ces 89 %-là, on a 1 % qui viennent de l'Europe ou des autres provinces maritimes et les autres provinces, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et des États-Unis. Donc, la très grande majorité vient du Québec, mais de l'extérieur de Charlevoix. L'extérieur de Charlevoix. OK. Donc, puis on a très peu de membres de Charlevoix, très, très peu de membres pour soutenir cette organisation-là. Ce bijou, c'est un joyau qu'on a, puis on est choyé d'avoir une rivière à saumon. Parce que le saumon, c'est sa génétique d'origine. Donc, il n'y a pas eu d'ensemencement, il n'y a pas eu de modification. C'est depuis le temps des temps, depuis le temps que la rivière à saumon existe, c'est sa génétique. Donc là, est-ce qu'il y a des idées pour aller chercher des membres ici dans la région? Ou... Le marché, il va y avoir une planification des avenues pour développer le marché régional. Oui. Trouver la clientèle et faire comprendre que c'est important de supporter ce milieu-là. Puisque, vous savez, là, le pêcheur qui arrive de l'extérieur, quand il est 2-3 jours là, dans la région, là, il ne couche pas dans une tente. Hein, puis c'est des repas, c'est tout un environnement, c'est tout un apport économique très, très important dans la région. Quand on sait que à peu près avec 16 à 1700 jours pêche, selon les données du ministère, c'est des retombées économiques de 1,5 million dans la région. C'est considérable. Hein? C'est pas un gros moteur économique, mais c'est toujours un apport. Dans les prochaines réunions à venir de planification stratégique, qu'est-ce qui est prévu? C'est prévu pour quand?
Ça va être la prochaine réunion du conseil d'administration, c'est au mois de mars. Il va y avoir des comités qui vont être formés. Puis, les gens vont se prendre en charge en main, puis après ça, planifier la prochaine saison. Mais c'est sûr et certain, ce qui est ressorti de ce matin, on va avoir une prochaine saison maintenant. Est-ce que le pêcheur va être là? On ne le sait pas. Ça reste à voir, mais ça rassure au moins. Après 45 ans d'existence, on ne met pas clé sous la porte aujourd'hui. La clé ne sera pas mise sur la porte en 2025. Puis avec ce que c'est qui est sorti de ce matin, elle ne sera pas mise sur la porte. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le tour de ce dossier-là avec nous aujourd'hui, M. Bouchard. Ça fait plaisir. Puis on a besoin des gens de Charlevoix pour supporter cette rivière. On va continuer de suivre le dossier. Bonne continuité. Merci beaucoup.